Depuis ma participation à une aventure de survie, la situation des personnes sans abri est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. L'idée de cette vidéo, c'est d'aller au-delà de nos représentations. Alors je vous souhaite un excellent visionnage et merci de partager la vidéo. Peace! Tout à l'heure, tu me parlais que tu as fait l'école. Ouais, Et rappelle-moi, t'es allé jusqu'à où dans l'école? licence de technique de commercialisation. D'accord, Un BTS d'action commerciale, un bac C, un bac D. très bien. Mon histoire n'est pas trop chaotique, puisque bon, c'est le reflet de la société. Dans la mesure où j'ai voulu aller tranquillement dans la vie, mais l'accélération des choses en fait que je m'y suis pris au jeu. Et le gain, parce qu'avant on disait bon, c'était bien malin qui ne profite jamais, mais c'était facile de faire de l'argent. Donc on a fait un choix à un moment, il fallait faire le choix. Et quand il y a eu problématique, j'étais jeune, j'ai pris le choix. Et quand on est à la rue, on a goûté un peu, t'es pas à la rue, les squats, c'est quoi le plus dur quand on est même Le dans plus la dur, rue? c'est de tout perdre d'un coup. À 25 ans, ouais. De tout perdre d'un coup. Ah, j'en ai perdu, moi. Il n'y a pas vraiment d'entraide. Il n'y a Personne, aucune entraide. Non. même quand on est ensemble, on passe la journée Hypocrisie, ensemble. hypocrisie. Est-ce que la prison, c'est mieux que la rue? Waouh. Non. La rue, c'est mieux que la prison. Parce que la rue, tu apprends certaines choses. La prison, tu n'as pas le choix. Tandis que dans la rue, tu as le choix. Si tu fais le bien dans la rue, méfie-toi. Gentillesse, c'est pas faiblesse. Tu peux dans la rue te démerder, tout en passant incognito. Moi, je connais des mecs qui sont dans la rue depuis 3, 4, 5 ans. Tu crois, tu les vois, jamais ils ont été dans la rue pour toi. Et ils sont dans la rue. Les mecs, ils se démarrent dans une bagnole à gauche, à droite. Ils vont chez des copains jusqu'à Boursainville. L'autre là, il monte à Montajolie. Celui-là. Tu vois? Ils se démerdent. Mais ils sont nickel, propre, net. Chaussures, classe, dernier cri, tout top, machin. Et toi, qu'est-ce qu'elle t'a appris, la rue? Ah, la rue m'a pris la méchanceté, hein, la dureté. Hein. Je te le dis, hein, j'ai dormi dans des trains comme ça. Moi, je dormais là-dedans. Là. C'est moi qui le démarrais le matin. Allez, bonjour mesdames, messieurs, dames. Café ou chocolat? Tu penses que la rue, c'est plus dur quand on est une fille? Ah, est-ce que c'est plus dur quand on est une fille? Ouais, quand on est une fille, être à la rue, du coup, Mais c'est plus dur ou c'est extrêmement dangereux pour elle. Jamais je conseillerais à une fille. Trouve-toi un homme tout de suite. Là. Dis à un homme que tu l'aimes, fais l'hypocrite, mais ne reste pas dans la rue, fille. Sinon tu seras violé, tu seras manipulé, tu seras tout. Parce que je connais déjà. Moi j'ai vécu koh. Non filmé, non officiel. J'ai Ouais. vécu koh. C'est rien moi. Hey, oh. Faut passer la candidature alors. Ouais, pourquoi Faut pas. envoyer la candidature. Donc tu connais la survie. Oui, bien sûr. Ah, petit bonhomme. Tu connais la survie. Donc t'es prêt. Moi je ne vis pas, moi, je survis. Pourquoi c'est important d'être propre? Parce que vis-à-vis de l'autre, il y aura toujours tu sais, quelqu'un qui voit un charcot, c'est pas la même chose que quelqu'un qui voit quelqu'un avec une cravate. Mais moi, je connais des mecs qui sont en cravate, ils sont à la rue. Ils touchent le RSA. Quelle citation tu aimes bien? Des proverbes, des citations. Waouh! Tu seras un homme, mon fils. T'aurais dit à Kipling. Tu seras un homme, mon fils, si tu veux voir détruire l'ouvrage de ta vie. Et sans dire un seul mot, te mettre à rebâtir. Tu seras un homme, mon fils. Si tu veux voir tes propos démontés par des gueux, tu seras un homme, mon fils. Depuis que papa est mort, j'ai plus trouvé le problème. Mais tu seras un homme, mon fils, si tu veux voir détruire l'ouvrage de ta vie. L'ouvrage de ta vie. Toute une vie. Détruit tout de suite, là. Bouge pas. Bam. Tu seras un homme, mon fils. Mon père, il est mort. Tout en gardant ce proverbe-là. Tu seras un homme, mon fils, si tu veux voir détruit
l'ouvrage de ta vie. Donc tout ce que j'ai construit, détruit. Et je me retrouve là, sans dire un seul mot. Sans une remarque, tu seras un homme mauvais. Parce que la vie n'est qu'un éternel recommencement. Et chaque jour suffit à sa peine. Avez-vous eu des appréhensions avant de faire la maraude? Oui, du coup, c'est plus par rapport aux personnes qui peuvent boire, donc les SDF qui peuvent boire, leur réaction, leur agressivité. Étant donné que moi je suis une femme, je ne suis pas très à l'aise avec le contact de personnes qui peuvent être agressives. Surtout que je ne peux pas anticiper leur réaction. Et je ne sais pas si mon approche va être prise positivement aussi. Donc j'avais plus peur de ça, mais comme j'étais accompagnée de d'autres personnes, c'est rassurant, on ne le fait pas tout seul. Donc du coup c'est une approche positive et tu te dis pourquoi pas, parce que tu sais que tu ne seras pas toute seule. Comment avez-vous vécu votre première maraude? Très bien, parce que je pense qu'on a formé un bon binôme. C'était sympa dans la mesure où j'avais l'impression de vraiment être en contact des gens, mais pas juste leur donner des choses, mais discuter avec eux et de pouvoir avoir leur ressenti, de connaître un peu mieux leur vie dans la rue, de partager leurs moments. Et j'ai senti que c'était un vrai partage et pas seulement le fait de donner quelque chose et puis la personne s'en va. En fait, j'avais l'impression de créer un lien, donc j'ai bien aimé. Est-ce que quand on allait vers les personnes, vous avez la peur de déranger la personne qui était tranquille? Non, parce que je pense qu'on l'a bien fait. En fait, j'étais plus imitée pendant cette maraude parce que toi, tu te mettais au niveau des personnes, donc tu t'es tout de suite pris une position accroupie. Tu laissais un espace, n'étais pas trop proche d'eux, donc c'était pas inquiétant, ça leur faisait pas peur. Et tu y allais doucement, c'est vraiment, s'ils veulent t'écouter et prendre ton aide, c'est ok. Sinon, tu te relèves et tu t'en vas. C'était pas, je vais à tout prix faire quelque chose avec eux parce qu'il y en a qui ont dit non et on est parti. Qu'est-ce que cela vous a apporté personnellement? Sentiment d'être utile, ça c'est cool. C'est quelque chose qu'on ressent pas forcément. Enfin, moi, je ressens pas ça dans mon quotidien. Je rends pas autant de services dans ma vie professionnelle. Donc le sentiment de rendre service à quelqu'un, peu importe l'aide, que ça soit un sourire, juste une mini conversation ou donner une couverture ou un pull, c'est juste le sentiment de donner quelque chose à quelqu'un, que ça lui serve et sans rien. Le fait de les voir contents et heureux dans leur situation, ne serait-ce que pour ce petit geste, ça te rend heureux et tu as le sentiment d'être utile, donc c'est cool. Pour moi, c'est un plaisir, uniquement ça en fait, je ressens juste le plaisir. Et rapidement un mot sur le couple où la dame elle pouvait pas se déplacer. Ouais. C'est monsieur Est-ce qu'elle était malade et comme quoi il y a de l'amour aussi. On peut trouver l'amour aussi dans des situations aussi compliquées que celle-ci parce que l'homme, ça se voyait qu'il avait beaucoup d'amour pour cette femme et de sympathie pour elle. Il est venu ramener des pantalons, lui rechercher d'autres pantalons pour que ça lui convienne. Donc c'est l'entraide aussi qui est sympathique dans leur relation, c'est qu'elle avait dit non, elle était plutôt agressive, mais lui il comprenait qu'elle était agressive parce qu'elle était malade. Donc il était très à l'écoute, il s'est pas du tout énervé quand elle lui a mal répondu, il est venu, il a fait des allers-retours jusqu'à lui trouver le bon jean, donc c'est sympa. Ça montre qu'il peut y avoir des relations fortes dans des situations comme celle-ci, quoi. Alors cette maraude vous a-t-il permis de mieux connaître ce public ou pas? Oui, parce qu'en fait, comme je te l'avais déjà dit, moi, je n'ose pas y aller. Quand je les vois dans la rue, je leur donne une pièce et encore, je suis loin parce que je ne sais jamais quelle sera leur réaction. Et donc, c'est la première fois qu'en fait, je me mets à côté d'eux et que je les écoute, en fait. C'est un peu, c'est méchant ce que je veux dire, mais ils font partie d'un paysage dans Paris. Ils sont entre 2 murs ou 3 murs et les gens, quand ils ont un peu le temps de les regarder, leur donnent des pièces, mais ne prennent pas le temps de parler avec eux. Et donc, c'est la première fois, en fait, que je leur donne pas une pièce, mais je leur donne du temps. Qu'est-ce qui s'achète pas? Jamais on ne peut pas acheter la joie ici, mon frère. Avec l'argent, on ne peut pas acheter la joie. La joie, c'est nous qui lui fait la joie, c'est pas l'argent. Et pourquoi vous avez jamais voulu faire la manche? Non, parce que moi je peux pas parce que j'ai ma dignité, voilà, je peux pas. Okay. Un truc que je peux pas le faire, c'est demander les gens parce que vous savez comment ça dépend des gens comment ils vont réagir, voilà quoi. Quel conseil avez-vous pour les personnes qui sont dans la galère? Les personnes qui sont dans la galère, il ne faut pas qu'ils baissent les bras, il faut aller jusqu'au bout, comme on dit, problème solution, et voilà quoi. Il y a toujours, comme on dit, cherche trouve. Ok. Voilà. C'est dur, il ne faut pas baisser les bras. Il faut frapper toutes les portes, parce que si vous frappez une porte,
Ça marche pas. La deuxième porte, ça marche pas. La troisième porte, ça marche pas. Mais la quatrième, la cinquième, que du bonheur. Ok. Que du bonheur. Première porte, c'est pas facile. Deuxième, C'est mais bien. cinquième, sixième porte, ça s'ouvre. La première porte, c'est en béton armé. La Ok. deuxième, c'est en fer. Ouais. La troisième, c'est en bois. La quatrième, on vient, on trouve la porte ouverte. On peut accéder. Comment vous faites pour garder le moral? Parce que à chaque fois quand je vous rencontre sur Paris, vous êtes l'une des personnes les plus souriantes. Bah, Comment vous c'est- faites pour garder le moral? Je fais de la musique, je suis musicien. Et en plus, je fais du sport. Enfin, je fais des arts martiaux, je fais foot professionnel. Et c'est ça qui me rend en pleine forme. Voilà. Ok, c'est ça qui vous aide à avoir la forme, la Voilà, musique, la forme et le sport. le sport. Parce que quand on va aller dans un bureau, Ouais. si on est comment on dit, on est triste, on est mal accueilli. Toujours le sourire. Le sourire, c'est le bonheur. C'est votre arme, le sourire. Pourquoi t'aimes pas le terme SDF? Ah, ça c'est une bonne question. Pourquoi j'aime pas le terme SDF? C'est parce que c'est un qualificatif qui est absolument impersonnel. C'est-à-dire que SDF c'est l'équivalent d'un objet. En fait, en fait, y a pas, rien que le fait qu'il n'y ait pas le mot personne dedans me dérange. Et puis ça cantonne les gens. Enfin, il y a plein d'infos comme ça où on entend un SDF. Et ça cantonne les gens à une espèce d'image complètement impersonnelle. Le mec il n'a pas de nom, il n'a pas de prénom, il n'a pas de personnalité. Et je trouve ça complètement absurde. Surtout qu'on sait que quand les médias le veulent, elles donnent le nom et le prénom des gens. Hein. Et du coup, ouais, je trouve ça hyper impersonnel. Très bien. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous utilisons la dénomination personne avec et sans abri. Parce que pour nous, c'est vraiment exclusivement la seule différence qui existe entre les gens. Mais donc, ouais, des gens qui refusent de l'aide, il y en a. Et parce que même, en fait, s'imaginer qu'on apporte de l'aide à quelqu'un, c'est déjà, entre guillemets, un mauvais a priori. C'est un peu tordu ce que je dis, mais en gros, il faut pas penser à la place des gens. Il vaut mieux apprendre à avoir le réflexe d'aller demander, discuter de manière complètement humaine, entre guillemets. C'est-à-dire que moi, quand je viens voir quelqu'un, je ne demande pas s'il a froid. Enfin, bonjour, salut, ça va, qui es-tu, qu'est-ce que t'as besoin d'un truc. Et on chatte. Et c'est marrant, c'est que quand vous faites cette démarche-là, vous vous rendez compte que la plupart du temps, vous discutez, que le mec vous demande rien, et bonjour, au revoir, et qu'il est content. Tu as apporté un peu ton soutien à une personne pendant un certain X temps. temps, ouais. Et donc tu as appris le décès et après, ta réflexion sur ça, sur cet événement? La réflexion, c'est de se dire, au bout d'un moment, comment on peut aller un peu plus loin en fait. Comment on peut aller plus loin, comment on fait pour en apprendre plus aussi sur la personne, comment on fait pour essayer de comprendre. C'est-à-dire que ouais, c'est archi pas normal de mourir dans un deuxième sous-sol de parking. C'est archi pas normal, surtout quand on a 60 piges, tu vois. Et ça, et de se dire ok, pourquoi, comment, et après tu commences à réfléchir juste pourquoi, comment, à quel moment nous on a été défaillants. On a eu le cas sur un autre monsieur qu'on connaissait très bien, et ça a été compliqué de se dire ah ouais, mais en fait on a déconné entre guillemets, le gars on connaissait, on pensait un peu le suivre et tout. Puis on a appris, je sais pas, on a appris genre 4 mois après qu'il était mort. Et avec une amie à moi à l'époque, avec Belinda d'ailleurs, avec qui on avait un petit peu creusé, etc. et tout, on s'est dit mais en fait à ce moment-là, 0, tu vois, 0 sur 20, on a déconné. C'est-à-dire que le gars en fait il est mort dans un coin et puis on n'est pas au courant, tu vois. Et ok, bah comment on fait pour aller plus loin, comment on fait pour creuser un peu plus, pour établir un vrai lien avec les gens et éventuellement pouvoir être là au maximum. Après tu te rends compte qu'en fait ça passe par une étape importante, c'est de prendre du temps en fait. Ça demande du temps, de prendre du temps avec les gens, de passer du temps avec eux, de la présence, juste d'écouter. Ton expérience t'a montré qu'il y a plus de filles que d'hommes bénévoles. Ah ouais, où sont les hommes? On pourrait faire un clip là-dessus. On y réfléchit, c'est pas une blague, je t'assure qu'on y réfléchit avec un pote. Où sont les hommes? Pourquoi? Parce que nous, par exemple, on a fait une petite étude, 70% des gens qui nous ont répondu, c'est des femmes. Dans la plupart des associations citoyennes qui se lancent un peu comme ça, la majorité des bénévoles, c'est des femmes. Où sont les hommes? Parce que c'est vrai qu'il y a un besoin d'hommes sur le terrain. Envoyer des équipes que de femmes, vous faites une maraude que de femmes le soir dans des lieux compliqués, etc. Ça peut être très compliqué.
ça peut être très compliqué pour des questions de sécurité, parce qu'il y a des gens qui vont moins bien se comporter quand il n'y a que des femmes. Voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Parce qu'il y a des situations qui nécessitent d'avoir un côté sécurisant, à la fois parce qu'il y a des hommes physiquement présents pour s'interposer s'il y a des soucis physiques. Ça arrive quand vous avez des distributions, vous avez 100, 200 personnes, 200 mecs qui font la queue, qu'il y a une bagarre qui se déclenche. Faut être costaud, quoi. Faut y aller pour commencer à séparer les gens, etc. etc. Donc c'est très compliqué. Ça peut être aussi juste des gens qui peuvent avoir les mains baladeuses, ça peut être... voilà, c'est pas... C'est plus rassurant d'avoir des hommes et des femmes dans les équipes. Et c'est avec votre conjoint. Mon mari. Voilà. Je suis même mariée. Bah, félicitations. Depuis combien de temps? 15 ans. 15 ans. Et il y a 25 ans qu'on est ensemble. C'est beau. Et ben, du coup, quand vous êtes connus, vous étiez pas à la rue? Non, on vivait à l'hôtel. D'accord, ok. Donc, comme on dit dans le mariage, pour le meilleur et pour le pire. Et c'est pas que des paroles en l'air, là. C'est beau. Vous avez connu la rue en étant en couple? Voilà. Ah, ok. J'ai toujours été quand même, je dirais, protégée. Ok. Ah, quand même, c'est important. Ah oui. Des personnes qui sont à la rue, je vois qu'il y en a, ils se laissent totalement aller, et où il y en a pas du tout. Ils sont... Ouais. Ah ben, pour moi, c'est une question de vie ou de mort, quoi. Faut quand même se maintenir. Okay. Et déjà pour mes enfants aussi. C'est important d'être présentable. Voilà. Une sensation d'exister. Ah, voilà, exactement. Quel conseil pouvez-vous donner à une jeune fille qui vient d'arriver à la rue? Garder sa dignité. C'est très important, et l'hygiène. Toujours se débrouiller à se laver. Il y a toujours des combines. Il y a beaucoup de sans-abri qui sont raquettés. Dès qu'ils touchent la RSA, il y a des bandes de jeunes qui vont les raqueter et tout. Ils savent à quel genre ils touchent. Voilà, ils les mettent à l'amende et tout. Ça connaît beaucoup qui se font raqueter. Ah, on parlait de la protection des filles, mais pas que les filles aussi. Oui, tout le monde. D'accord. Ça, c'est la réalité. Ah oui, c'est la réalité de la vie. Ah ouais. Et donc, on disait que quand on est à la rue, c'est mieux d'être en couple? Oui, ou alors même tu peux être tout seul, tu peux être bien. Tu vois, tu peux être bien tout seul. Mais il ne faut jamais être seul dans la rue. Il faut être au moins 2 personnes. Pourquoi? Pour se couvrir, l'un et l'autre. Parce que si tu t'en vas à ton squat, tu te fais dépouiller, il faut qu'il y en ait un qui reste toujours. Parce que c'est peut-être pas un domicile, mais c'est fixe, le squat. Oui, mais on peut pas. Par exemple, le courrier, tout ça. Ah oui, il n'y en a rien. On n'a pas de... Il faut une domiciliation. C'est pour ça qu'on est SDF. Et elle est où votre domiciliation? Moi, elle est à Saint-Christophe, la mairie de Saint-Christophe. Ok, c'est à la mairie où vous faites la domiciliation. Voilà. Et c'est ça, c'est là qu'il y a le plus embêtant, tous les papiers, tout ça. On n'a pas accès à une adresse, voilà. Ça peut être gênant? Très gênant, parce que tu as toujours couru en retard. Alors quand tu as des rendez-vous, et tu arrives 2 jours après, c'est pas la peine. C'est le problème. Même pour un emploi. Et pourquoi le fait de ne pas avoir de domiciliation, c'est un frein pour un emploi? C'est quand on donne l'adresse à un patron, il voit mairie tel endroit. Oh. Ah, pourquoi? Comment? Et il pose des questions à ce moment-là. Ils ont peur qu'on ne soit pas à l'heure le matin, des choses comme ça. C'est des préjugés. Pour la maraude de dimanche, il y avait 5 nouvelles personnes, oui, notamment des filles. 5 petites jeunes. Alors comment elles se sont senties? Quelles étaient leurs appréhensions? Alors c'est marrant en plus que tu me poses la question.
parce qu'elles ne me l'ont pas dit au départ. Donc quand on se réunit, on a notre local à Argenteuil, on fait un débrief. Déjà, j'explique un petit peu, je rappelle la charte, ce qu'il convient de faire et de ne pas faire, les mises en garde, les choses comme ça. Donc impeccable, elles prennent note, je leur explique qu'effectivement elles sont libres. Si elles peuvent discuter avec un bénéficiaire, qu'elles le fassent, même si elles voient que nous on s'active à servir des cafés, des choses comme ça, parce qu'on est vraiment là pour leur donner un moment pour eux. Donc qu'elles ne se culpabilisent pas, qu'elles discutent avec le bénéficiaire, parce que peut-être que dans le quart d'heure d'après, ce sera l'inverse. Ça va être moi qui vais discuter et ne rien faire, et elle qui va s'activer à servir les soupes, les cafés, les choses comme ça. Donc on part déjà sur ce principe où il n'y a personne qui a telle ou telle mission ou telle charge ou qui n'est pas autorisé. Il est même autorisé de boire un café avec eux, au contraire c'est même recommandé. Nous régulièrement on se pose avec eux, on goûte avec eux, on prend un café, une soupe, un chocolat avec eux. Enfin voilà, on partage, on n'est pas là que pour leur donner. On est là aussi pour partager avec eux et qu'ils se sentent à égalité avec nous et nous à égalité avec eux. Il n'y a aucune raison, voilà, on n'est pas juste la main qui donne. On fait vraiment dans les deux sens. Donc voilà, je leur explique, on va sur le terrain, je leur demande à chaque fois qu'on change de point si tout se passe bien. Donc elles me confirment, impeccable, elles sont en voiture avec moi, je leur demande si elles, voilà, leurs sentiments. Et donc en fin de ma route, on fait encore un débrief, si elles ont des suggestions, parce qu'après tout, nous on est des habitués, donc on peut rentrer dans une certaine routine. Et elles, de leur regard nouveau, elles peuvent avoir des idées ou des choses comme ça. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs, elles nous ont suggéré... au niveau de la communication, lorsque l'on confirme les points de rendez-vous aux bénévoles, de leur suggérer une petite attention gentille, soit de ramener un gâteau, soit de ramener des Kleenex, enfin voilà, à ceux qui le souhaitent, sans aucune obligation, parce qu'elles auraient voulu ramener quelque chose et elles ne savaient pas si elles pouvaient. Donc voilà, elles font leurs suggestions, on prend ou on ne prend pas, on a testé, ou ça marche ou ça ne marche pas. Et ensuite, j'ai reçu un message cette semaine, justement, des bénévoles, donc c'était un binôme et puis le trio, où elles me remerciaient parce qu'en fait ça s'était super bien passé et elles me disaient qu'elles avaient des appréhensions et qu'au final, voilà, elles ont été mises à l'aise et elles étaient super contentes et elles comptent revenir. Quels sont les différents profils que vous avez rencontrés des personnes en situation de précarité? Ah, c'est terrible, on est surpris. On est surpris, j'ai vu des artisans, des gars qui étaient à leur compte, qui faisaient du second œuvre, électricité, plomberie, qui étaient vraiment à leur compte, mariés avec des enfants. Et voilà, liquidation judiciaire, donc qui dit procédure collective en règle générale, dans le couple après ça part en cacahuète. Donc du coup difficultés financières, la femme pas très à l'aise avec ça, donc voilà, après des problèmes dans le couple et les loyers ne sont pas payés, ils sont expulsés, la femme va dans la famille, le mari se retrouve à la rue, donc on a ce type d'amis. On a le gars qui part de chez lui, on a un exemple type, par exemple un Portugais qui est parti du Portugal, qui est venu en France pour le travail, impeccable, il a travaillé dans la maçonnerie, son entreprise... je ne sais pas pour quelle raison, donc il n'a plus de contrat avec son entreprise et il s'est retrouvé au chômage. Il n'a rien dit à sa famille et du coup, il n'a pas voulu rentrer au pays en disant que voilà, il était en échec pour lui. Donc du coup, il est resté dans un squat partagé avec d'autres personnes. Ça, c'est terrible. Qu'est-ce que l'on a eu des personnes souvent qui se sont retrouvées sans emploi en fait. Souvent, ce sont des personnes qui se sont retrouvées sans emploi, des personnes qui ont des difficultés au niveau point de vue santé. On a quand même des personnes qui ont un problème au niveau de la santé, qui n'ont pas toute leur tête ou qui perdent leur tête au fur et à mesure des années. Ces personnes-là, on a l'impression qu'elles sont un petit peu livrées à elles-mêmes ou qu'elles ont pris la décision peut-être de ne pas être un fardeau, une charge pour leur famille. On évite, avec ces personnes-là, on évite de rentrer dans le détail parce que c'est pas forcément toujours cohérent déjà, leur explication, et puis ça peut être un peu douloureux. Et les plus grandes difficultés que rencontrent les personnes en situation de précarité? C'est un cercle vicieux. La plus grande difficulté, c'est de trouver un travail. Déjà, mais pour trouver un travail, il faut qu'ils puissent vivre dans des conditions d'hygiène qui leur permettent d'être acceptés. Mais pour vivre dans ces conditions d'hygiène et avoir... un appartement ou avoir... il faut qu'elles aient un travail. En fait,
c'est un cercle vicieux. Au final, je me dis, si demain je suis à la rue, comment je peux m'en sortir? Puisque pour trouver un travail, il faut que je sois propre. Et pour que je sois propre, il faut que j'ai les moyens de m'entretenir et de bien dormir. Parce qu'on a vu des personnes dormir dans une voiture. On lui dit, tu peux dormir dans ta voiture, tu es plus ou moins à l'abri. Mais pour trouver du travail, va, tu es présentable. Il arrivait à se débrouiller, à rentrer dans un gymnase, à se laver dans le gymnase après les joueurs de foot. Voilà, il arrivait, lui, à ruser un petit peu et à se maintenir un petit peu coquet. Et il disait, mais non, il dit, je ne peux pas trouver du travail parce que je dors super mal dans ma voiture. Je me réveille tous les quarts d'heure parce que j'ai froid, je grelotte, donc je tourne, j'ai des courbatures parce que la voiture, c'est pas un matelas. Il dit, je ne peux pas me présenter demain à un poste, je vais m'endormir sur la chaîne de travail. Et voilà, c'est en fait un cercle vicieux. Donc, la difficulté, c'est de trouver du travail, mais pour trouver du travail, il faut qu'il trouve un logement. Et pour avoir un logement, il faut qu'il garantisse des salaires, et ainsi de suite. C'est lié. Mais incroyable, incroyable. C'est le chien qui se mord la queue. J'ai essentiellement travaillé dans la protection de l'enfant. Je me disais agir en prévention, ou dans les écoles, on pourrait mettre en place 1 ou 2 fois par an dans les classes un atelier sur, sur les personnes en situation de précarité. On pourrait pousser le truc, une éducation à qu'est-ce que le bénévolat, c'est quoi, on fait ça dans quel cadre Et vous intervenez dans des écoles? Oui. C'est chouette. Ouais, et voilà, et ça je trouve que... C'est trop mignon. C'est trop mignon parce que... C'est mignon parce que comme quoi... Oui. En fait, j'avais fait une intervention avec Patrick, le président de l'ASSO, sur Argenteuil, et c'était incroyable parce qu'on leur a demandé ce qu'ils pensaient des sans-abri. Alors évidemment, quelle classe? C'était quelle classe? Je sais pas, il faudrait que je repose la question. Peut-être CE2. Non, je pense que c'était des petits CE2. CE2, peut-être CM1. Et on leur a posé la question de savoir ce que c'était pour eux un sans-abri. Alors évidemment, c'est un clochard, c'était... voilà, ils avaient des... Bon, on leur demandait comment vous les définiriez. C'est quelqu'un qui boit, c'est quelqu'un qui insulte, c'est quelqu'un de méchant. Voilà, en fait, ils avaient ce préjugé. Y a-t-il plus de bénévoles en été, en hiver? Eh bien non, il y a moins de bénévoles en été. Parce qu'il fait meilleur, donc forcément les bénévoles ont envie de passer du temps avec leur famille, dans un parc, à la plage, dans le jardin familial, la maison de campagne. Donc il y a nettement moins de bénévoles en été. Tu peux m'expliquer ton expression polluée par le système? C'est un peu comme dans les médias, hein, c'est-à-dire qu'effectivement on montre que le côté justement alcoolisé, agressif, profiteur du système, des gens qui font rien de leur journée et qui ont des, je sais pas, peut-être le RSA ou je sais pas quelle aide ils pourraient avoir, parce que malheureusement je connais pas ces aides-là. Voilà, des gens qui disent, puisque ça je l'ai déjà entendu, à des personnes qui font la manche, va trouver du travail. Waouh, c'est chaud. Voilà, la femme ou l'homme est en train de faire la manche avec un bébé dans les bras et quelqu'un lui dit va trouver du travail, tu auras de l'argent. Voilà, ça c'est ce que j'appelle un esprit pollué. Pollué parce que justement on fait croire à ces personnes-là que les bénéficiaires sont profiteurs du système. Ce qui est faux, hein. Je défie n'importe qui d'aller profiter du système quand il dort sur le trottoir. Hein. Voilà. Quand on voit par exemple des communes qui mettent des grilles pour éviter que les sans-abri aillent dormir, voilà, ils veulent véhiculer quelle image? Que c'est une personne indésirable. Donc forcément, les gens vont se dire, si ma ville, elle a mis des pics sur les bancs pour éviter que les sans-abri y couchent, et que voilà, c'est que c'est pas normal qu'ils viennent dormir là. Voilà, c'est ce que j'appelle polluer l'esprit des gens.